Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre Rétro Hebdo, l'actualité qui a été diffusée ici pendant la semaine au niveau des services d'information de Canal Kin Télévision. Et bien ce soir, j'ai comme invité M. Isaac Bakoukou, il est opérateur économique, il est aussi dans le monde agricole, il est aussi politique avec M. Isaac Bakoukou. Nous allons essayer de commenter l'actualité. Bonsoir M. Isaac, comment vous allez? Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Non, ça va, je porte bien. Je voudrais simplement saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde et ceux qui sont ici et tous nos amis. Et voilà, avant que je puisse commenter, je dois me libérer de ces devoirs de pouvoir saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup. La semaine a été dominée par cette visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à Luanda, en Angola, où il était allé participer au sommet USA-Afrique. Il s'agissait des accords économiques dans l'avenir entre l'Afrique et les États-Unis. Je vous laisse sur cet élément. En présence de 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux du 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique UC Africa Business Summit. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction de visa, l'AGOA supprimée et des taxes sont imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général, les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Amérique. Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Principal orateur, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délégué le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements pour présenter le corridor de Lobito. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Interrogé au sujet des raisons qui poussent la RDC à s'engager pleinement dans ces projets, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo a rassuré que les corridors des Lobito représentent une alternative logistique fiable et structurante. Il permet de réduire considérablement les temps de transit de nos minéraux vers le port de l'Atlantique, ce qui améliore directement la compétitivité de notre chaîne de valeur. Grâce à une liaison ferroviaire modernisée, nous assurons un accès plus rapide, plus stable et plus économique au marché européen et nord-américain. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue Joao Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Quant à la rencontre avec le conseiller d'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, l'audience a été reportée en raison de l'arrivée tardive de ces derniers en Angola. En tournée dans la grande partie du nord de la République démocratique du Congo, l'ex-Équateur, le ministre de la Défense Guy Mwandavita, est allé à la rencontre de plusieurs militaires ainsi que des femmes, des veuves militaires. Il a aussi visité quelques sites de formation dont le centre mythique de Kotakoli au niveau de Guadeloupe. Je voulais suivre une partie de la tournée du ministre de la Défense. Kotakoli, ce centre d'entraînement de haut niveau des commandos des FARDC, situé à 90 km de Guadeloupe, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le mauvais état des routes n'a pas empêché Maître Guy Kabombo Mwandavita de s'y rendre.
Face au conflit civilo-militaire qui prévaut dans le territoire de Moba-Imbongo, le VPM de la Défense nationale s'est rendu pour la réparation des victimes. Au cours d'une causerie morale avec les militaires en renforcement des capacités dans ce centre d'entraînement de Kotakoli, il a rappelé le principe de l'armée comprise dans la devise « Ne jamais trahir le Congo ». Sur les questions de survol de l'espace aérien et les immigrés éleveurs Mbororo infiltrés par les milices Seleka et Anti-Balaka de la Centrafrique, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita, a rassuré que la question est déjà traitée au Conseil des ministres par sa collègue en charge des affaires étrangères. Il a rappelé par ailleurs qu'un accord de coopération militaire a été signé il y a quelques mois avec la République centrafricaine où son homologue centrafricain a affirmé que la RCA ne servira jamais de base arrière pour attaquer la RDC. Soucieux d'apporter les réformes de fond, se basant ainsi sur les réalités actuelles du terrain en vue de reconstruire les FRDC, mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre de la Défense nationale, ne laisse aucune région militaire derrière. Chaque problème spécifique sera pris en compte dans la nouvelle dynamique. Rappelons par ailleurs que le VPM de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita, a atterri la veille à l'aéroport international de Gbadolité sous une pluie battante et a présidé le comité provincial de sécurité. Bien avant cela, il a fait un escale à Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi, où il a assisté au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur. La proximité avec les épouses militaires est sa marque. Comme à l'accoutumée, il a également échangé avec elles en bon père de famille et les a promis l'accompagnement du gouvernement. La semaine a été dominée aussi par cette affaire de le ministre de la Justice, Constant Mutamba, concernant sa démission. Je voulais suivre la déclaration, la réaction d'un membre de l'opposition du parti SID de Martin Fayulu, M. Badjoko, estime que la justice congolaise doit faire beaucoup d'efforts pour aller de l'avant. Suivez sa réaction. Non, il est très clair que la justice est malade. M. Tshisekedi l'a reconnu, nous le disons et le répétons tous les jours que la justice était malade. La situation que vous dépeignez est extrêmement grave, où celui qui est en charge des questions de la justice sur le plan national, qui gère ce ministère, court en tout cas le risque, c'est pas il est déjà d'être déféré devant les cours des tribunaux. C'est une situation extrêmement difficile. Si vous analysez au niveau de la Cour constitutionnelle, 5 juges sont en dépassement de mandat, il faut renouveler le président, mais c'est une composition illégale qui ne peut donc pas faire cette tâche. Et si vous allez dans nos cours et tribunaux, c'est toujours la loi du plus fort qui s'applique, même si on a quelques individualités qui peuvent émerger. Si vous voyez les traitements des magistrats, vous avez vu que le patron du Conseil supérieur de la magistrature a été convoqué à l'Assemblée nationale pour parler des cas des magistrats qu'il fallait intégrer. Donc nous sommes dans une situation totalement ubuesque qui confirme que la justice est malade. Et c'est d'où l'intérêt que nous évoquons dans le cadre du processus de Kinshasa. Nous avons comme deuxième thématique, une thématique très importante, les questions de justice et de droits humains. Je pense qu'ensemble, nous devons repenser la justice de notre pays et ensemble, nous allons trouver les mécanismes et les piliers nécessaires qui vont nous permettre de son amélioration. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a reçu une délégation du Fonds mondial ici en République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné autour des projections sur les finances de la République et aussi au niveau des instances internationales suivies. Cette visite marque une étape importante dans l'engagement de la République démocratique du Congo en faveur de la bonne gouvernance fiscale et de la lutte contre le flux financier illicite. Elle s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la transparence et de la modernisation de l'action publique. Dans son mot d'accueil, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, a salué une visite hautement symbolique, témoignant d'un partenariat solide autour d'un idéal commun, celui d'un système fiscal plus équitable, transparent et efficace. Il a rappelé que la RDC
consciente des défis liés à la mondialisation financière, a entrepris des réformes ambitieuses pour améliorer la mobilisation des ressources intérieures, notamment par la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts illicites de bénéfices. Le ministre Doudou Famba a annoncé la mise en place prochaine d'une unité opérationnelle d'échange international de renseignements à de fins fiscales dont le cadre de fonctionnement sera fixé par arrêté ministériel. Cette unité centrale dans la stratégie nationale aura pour mission d'assurer la réception, l'analyse et l'exploitation sécurisée des données fiscales issues de la coopération internationale. En tant que nouveau membre du Forum mondial, la République démocratique du Congo bénéficie d'un programme d'accompagnement dédié aux pays en développement. Ce programme vise à soutenir la mise en œuvre des normes internationales de transparence fiscale, à préparer les évaluations par le pair et à renforcer les capacités institutionnelles. Pendant leur séjour à Kinshasa du 23 au 25 juin, les membres de la délégation du Forum mondial auront plusieurs rencontres stratégiques avec les parties prenantes nationales afin d'expliquer les enjeux de la coopération internationale en matière fiscale et les bénéfices que la RDC peut en tirer. Monsieur Isaac Bakoukou a été annoncé, il est là, il est l'invité de votre magazine Rétro Hebdo. Nous allons commenter l'actualité. Monsieur Isaac, vous avez suivi le voyage du chef de l'État au niveau de Luanda en Angola. Il est allé assister au premier sommet USA-Afrique, de sommet en sommet. Mais sur le plan économique, est-ce qu'en âme et conscience, il y a des avancées ici en République démocratique du Congo? Merci pour la question. Si vous me permettez, je voudrais quand même remercier, féliciter et rendre hommage aux acteurs de ce qui vient de passer hier et ceux qui ont travaillé pour ce sommet-là. Je crois que nous allons revenir parce qu'il y a des images sur ça aussi. Okay. Nous allons revenir. Alors, je crois que les États-Unis ont pris conscience de l'importance de la RDC. Ce n'est pas pour rien que Fanon avait dit la RDC, l'Afrique a la forme d'une revolver dont la gâchette se trouve en RDC. C'est l'ex-Zaïre de l'époque. Voilà, donc c'était un prophète, il était visionnaire, il connaissait la géostratégie que représente la RDC à travers le monde. Mais en dehors du maréchal Mobutu, il fallait un leader visionnaire. Et aujourd'hui, la RDC a trouvé un leader visionnaire, patriote, nationaliste, qui estime qu'il faut booster la RDC. Et ces visionnaires-là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a remis la RDC sur la carte du monde. Nous étions effacés pendant 30 ans. Aucun de ces chefs d'État qu'il a remplacés ont fait des efforts pour que ces pays reprennent sa place où il occupait, où les États-Unis, l'Europe, zone d'influence, c'était la RDC. Aujourd'hui, je vais vous rappeler que... Aujourd'hui, je vais vous rappeler que la plus grande ambassade des États-Unis au niveau de l'Afrique centrale, ce serait au Congo, sur l'avenue au commandement. C'est-à-dire que... Il y a des ambitions, il y a des visions. Oui, il a une vision et il est apprécié. Il a présenté les deals avec le partenaire. Il y avait des gens qui étaient là. Le corridor de Lobito, ça n'existait pas aujourd'hui. Ça existait il y a très longtemps, même à l'époque de Mobutu. Nous l'avons étudié à l'époque, à l'école secondaire. Mais aujourd'hui, un président américain s'est déplacé avant la fin de son mandat pour relancer ces corridors de Lobito. Ça veut dire que ce sommet, c'est la conséquence de ce qui a été décidé par le prédécesseur de Trump, et aujourd'hui, Trump vient le concrétiser via l'Angola et les relations qui existent entre les États-Unis, la RDC et l'Angola. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a quelques pays déjà qui essaient de se débarrasser du carcan des Occidentaux,
de l'économie occidentale. Mais ici, en Afrique centrale, on a comme l'impression que nous continuons à rester dans cet esprit paternaliste en laissant nos minéraux aux Occidentaux, alors qu'ailleurs, c'est déjà la prise en charge. Quelques pays d'Afrique de l'Ouest estiment que ce sont eux-mêmes qui doivent maintenant préparer leurs minéraux et les revendre au niveau de l'extérieur. Ici, on a comme l'impression que l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment le Ave César au niveau des Américains. Oui, effectivement, parce que si vous revenez un peu en arrière, c'est l'histoire des systèmes de colonisation, etc., etc. Et ensuite, l'Occident a toujours eu des pions qui étaient à leur service. Vous savez, aujourd'hui, avec le recul, certains pays occidentaux ou européens, ce sont les ennemis des pays africains. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Quand vous regardez un pays comme la Belgique a papa, le Congo a papa, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, quand je vois le nouveau vice-premier ministre des Affaires étrangères, il a 44 ans, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Mais quand il a pris position, ce n'est pas la position par rapport à ce qui était là hier. Il a pris une position claire, précise et sans ambiguïté. Il avait touché la main dans la plaie. Là, il fallait toucher en condamnant le Rwanda et sollicitant au niveau belge, au niveau européen, des sanctions contre le Rwanda. Ça veut dire que ça viendra. Mais vous prenez un pays comme le Congo où l'ancien président a travaillé pour l'affaiblissement de la République au profit du Rwanda. Mais comme aujourd'hui, on a eu un leader visionnaire qui est Félix Antoine Tshisekedi, une fois que la situation se remet, je crois qu'on va traiter d'égal à égal. Et ensuite, dans l'avenir, moi je vous dis aujourd'hui, les Européens viendront chercher du travail en Afrique et particulièrement au Congo. Vous avez évoqué l'esprit de la jeunesse au niveau des institutions. Vous avez suivi la réaction d'un des membres de l'opposition concernant la saga du ministre de la Justice qui vient de laisser sa démission. On parlait de la jeunesse. Au début, il est adulé par les jeunes. On parlait de son dynamisme vis-à-vis de son ministère. Mais là, il y a un scandale financier quand même. Même s'il n'est pas encore condamné, mais les gens sont déjà posés. Non, bah oui, bien sûr. Vous savez, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse stigmatiser la jeunesse. Il y a des personnalités. C'est la personne. Est-ce que cette personne est équilibrée? Parce que le cas de ministre Moutamba, ça étonne beaucoup de gens. Il est d'abord juriste de formation et avocat de surcroît et ministre de la Justice. Le fait d'être ministre de la Justice, être avocat, on nous avait appris en droit un petit mot, facere, en latin, faire. Et le non facere, ce qui ne peut pas être fait, ce que vous ne devez pas faire, c'est clair. Étant ministre de la Justice, vous incarnez le bon fonctionnement de la justice, c'est-à-dire le respect des normes juridiques, le respect de la Constitution, le respect de la République, le respect de l'ordonnance, le respect des décrets, le respect des arrêtés, le respect des édits et le respect des textes réglementaires. Moi, je pense que quand vous êtes outillé, il n'y a pas d'excuse. Et moi, je ne voudrais pas qu'on puisse stigmatiser la jeunesse. Celui-là a fauté, soit il n'a pas il a un c'est un cas isolé. Ça. Non, moi, je pourrais dire que c'est un cas isolé parce que je connais des jeunes. Alors, Lumumba est devenu Premier ministre à quel âge? Mobutu est devenu général ou Président de la République à quel âge? Le contexte était le même. On fait ce parallélisme, est-ce que le contexte... Ils ne vont pas le faire parce que au moins nous, avec la modernité, il y a l'Internet. Ils n'avaient pas l'Internet et aujourd'hui les gens se forment à travers l'Internet, tout ça est conscient. Et je refuse qu'on puisse stigmatiser toute la jeunesse. C'est un cas isolé parce que la personne, je pense qu'il a peut-être un trouble de la personnalité. Il a été orgueilleux, arrogant. Regardez Madame Thérèse Kayikwamba. Elle travaille en silence. C'est nous qui faisons parler cette dame. On parle de cette dame. C'est ça ce que le président de la République attendait. C'est ça ce que le peuple congolais attend. Non, non, je vous dis franchement, vous ne pouvez pas classer tous les jeunes à la place de l'ancien ministre de la Justice parce qu'il a eu les soutiens
du chef de l'État. Mais il devait se faire, monsieur, travailler. Alors, quand vous allez outre, emporté par le populisme... Mais lui, il réagit, il parle d'un complot. Il dit que jusqu'à présent, ça... Il n'y a pas le complot, monsieur. Vous êtes ministre de la Justice. Pour le marché de gré à gré, il y a des critères. Est-ce qu'un complot par rapport aux critères, quand vous ne respectez pas les critères, lui, il y a deux ministères qui sont concernés par rapport au bâtiment. Il y a le ministère de l'ITPR, qui est le propriétaire et constructeur de bâtiments de l'État, et le ministère de l'Habitat, qui est le gestionnaire de bâtiments de l'État. Alors, moi j'ai croisé il y a 2 jours un des directeurs de service de contrôle de prestation de marché, mais ce monsieur n'a respecté rien du tout. Alors, il faut éviter les complots. Nous sommes dans une république démocratique. La république se gère par des textes de loi. Et en plus, étant ministre de la Justice, c'est lui qui doit être le modèle, qui doit observer et faire respecter les lois de la République. Quand vous faites des trucs comme ça, les contrats, on constate qu'il y a un décalage, il n'y a pas l'avenant, et puis on crée, on ouvre un compte qui n'est pas ce qui était dans le contrat, tout cela est consort. Et moi je dis, il n'y a pas le problème de complot, il n'y a pas à stigmatiser la jeunesse. Je crois qu'on est dans le contexte que M. Moutamba était, il doit s'assumer. Il ne faut pas, comme les Africains, nous les Congolais, l'enfer c'est les autres. En tout cas, nous allons attendre la fin de cette histoire, étant donné que dans quelques jours, il y aura un procès public, je crois. Mais il doit qu'à se défendre. Il est présumé innocent, il doit qu'à se défendre. Nous en saurons un peu plus. Nous continuons. Sur les traits d'eau, l'intersyndicat de l'éducation exige du gouvernement, en ce qui concerne les litiges, les arriérés de salaire, que les enseignants puissent être payés rapidement et puis normalement, pratiquement avant la rentrée scolaire. C'est déjà un bras de fer qui s'annonce entre les syndicalistes et le gouvernement. Je vous laisse suivre cet élément. Lors de sa rencontre à son siège à Bandalungwa, l'intersyndical des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a évalué la situation de la tenue des épreuves certificatives qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Elle a à l'occasion remercié le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour son instruction au gouvernement de prendre en charge les frais de participation à l'examen d'État des élèves finalistes dans les zones occupées à l'est du pays par le Rwanda. Cette centrale de syndicats des enseignants rappelle les engagements pris par le gouvernement jusque-là non respectés, à savoir la paie des intervenants des provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, la paie en faveur du Centre national de correction de l'examen d'État, la paie de 50 000 francs congolais promis aux enseignants lors des travaux de Bibois, les pressions du bulletin et carte d'élèves face à ce qu'elle qualifie de tableaux sombres et mauvaise foi du gouvernement. L'intersyndical des enseignants de l'éducation nationale tient ce gouvernement seul responsable des conséquences incalculables qui adviendront. L'intersyndical exige du gouvernement de la République ce qui suit. 1. Le paiement dans un bref délai de tous les dossiers relatifs aux évaluations certificatives. 2. La régularisation d'ici la fin du mois de juin 2025 de tous les litiges relatifs aux engagements de Bibois si haut énumérés. Dans les cas contraires, le gouvernement de la République sera tenu pour le seul responsable de tout ce qui en découlerait et l'intersyndical se réserve le droit d'initier les actions de grande envergure. Pour la bonne organisation, le déroulement de l'examen d'État et surtout pour la paix et la concorde dans le secteur de l'éducation nationale, le gouvernement a l'intérêt de répondre positivement aux revendications des enseignants. Ce marché s'appelle Ouélé et ce marché est situé dans la commune de Makala, pratiquement abandonné, pas de salongo, pas d'entretien. Le responsable de ce marché demande au bourgmestre d'avoir un œil sur ce marché afin de permettre aux vendeuses et vendeurs de mieux s'organiser, d'apporter une propriété absolue dans ce marché. Je vous laisse suivre cet élément. Le vendeur du marché Ouélé dénonce l'insalubrité qui règne dans cet marché qui est situé dans la commune de Makala. Les caniveaux sont bouchés,
Les tuyaux de la régie des eaux endommagés, les déchets s'accumulent dans les caniveaux, provoquant des inondations pendant la saison de pluie. Chaque soir, certaines vendeuses tentent de gérer l'insalubrité en brûlant leurs déchets composés de châssis, bouteilles plastiques et d'autres. D'autres vendeuses laissent ainsi, car ils sont déjà habitués d'exposer leurs marchandises dans ces conditions. Ils dénoncent le manque de moyens pour évacuer le déchet. L'administrateur du marché, Kabundu Moussela, nous explique la réalité. Awa, dans la salubrité, 500, 300, il y a salubrité, salon, Dans ces marchés, moi je ne perçois pas l'argent de l'insalubrité. Nous prenons que 200 francs congolais et que les taxes imposées par l'État congolais sont reconnues par la commune. Des fois, même les vendeurs se mobilisent pour faire les salongos. Mais avec les tuyaux de la régie des eaux endommagés ici, c'est assez très compliqué. Le vendeur et les habitants du quartier Ouélé appellent les autorités communales à prendre des mesures efficaces pour améliorer l'hygiène du marché et assurer l'évacuation régulière du déchet. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 3 propositions de dits ont été déclarées recevables. Je voulais suivre ce qui s'est passé au niveau de la plénière. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont examiné et déclaré recevables les 3 propositions. Il s'agit notamment de l'édit portant sur les modalités de gestion des emprunts intérieurs de la ville de Kinshasa, initié par le député Olivier Nyangi, ainsi que celui du député Diabanza Mwananene concernant les dispositions applicables aux chiens dans la ville de Kinshasa. Enfin, Aubin Moukanu sur les dispositions générales applicables à l'identification des élèves et à la planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans la ville de Kinshasa. Le recette propre et celle ne suffisent pas. Le recours à la femme devient non, pas un luxe, mais un impératif de survie économique et de transformation sociale. Mais les emprunts non encadrés offrent souvent le plus de flexibilité en termes de montant, de conditions de remboursement et les taux d'intérêt. Voilà les rares solésis de cette proposition de loi. Par ailleurs, selon le député Aubin Moukanu de la circonscription électorale de Mongafula, il existe des dispositions générales applicables à l'identification des élèves et à la planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans la ville de Kinshasa. Les fléaux de l'éducation tordue dans la ville de Kinshasa est provoqué par les multiples déviations qui ont installé des vices tels que des caries dans le tissu éducatif. Il s'agit de la mauvaise gestion du parcours scolaire de l'élève, de la corruption dans la cotation des élèves, de la rétention scolaire, de l'identification des élèves et des écoles, de la numérisation des résultats scolaires ainsi que de la certification des documents et titres scolaires. Il s'y est de noter que le député Aubin Moukanu a déclaré également que le présent édit permet la maîtrise des effectifs des élèves et les contrôles pour décourager la délivrance frauduleuse de bulletins scolaires aux élèves qui passent des classes d'une école à une autre sans avoir réussi. Ils ont battu le pavé pour réclamer leur dû. Les conseillers communaux étaient en sitting devant le centre financier de Kinshasa. Depuis qu'ils sont élus, ils n'ont perçu l'argent qu'une seule fois. Je vous laisse suivre. Des sifflets, des banderoles, des chants, de messages écrits sur les cartons, aperçus devant le centre financier de Kinshasa. Ce sont des conseillers communaux venus de partout de la ville-province de Kinshasa. Ils réclament leur salaire. Depuis qu'ils sont élus, ils ont touché au salaire ainsi que primes une seule fois. Tandis que c'est déjà la 2e année de leur mandat et que le cadre de travail n'est pas respecté. Selon le dire des conseillers communaux, la Première ministre avait déjà instruit, mais le dossier traîne auprès du ministre de Finances. La conseillère Antoinette Lokomba s'est dit déterminée à manifester aux côtés de ses collègues élus locaux jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat favorable.
le mois de janvier et le mois de mars, il a déjà entamé, mais il n'a pas fini pour la ville de Kinshasa. Et nous demandons au chef de l'État d'avoir encore un œil regardant. De remercier les présidents de la République par rapport à la volonté de l'élection et ce qu'il a fait pendant les 65e Conseil des ministres, nous avons vraiment reçu ça à conduire comme un père de famille. Nous demandons au ministre des Finances de nous payer notre argent. Nous sommes les élus du peuple, nous n'avons pas une carrière au conseil communal, nous n'avons que 5 ans de mandat. Là, nous sommes déjà à la 2e année et notre paiement, notre prise en charge pose toujours problème. Nous avons une base que nous devons sauvegarder. Nous sommes des honorables. Nous avons été élus par le peuple. Le peuple attend beaucoup de nous. Mais là, on est limité. Revendiquer notre droit. Ce sitting des élus locaux devant le ministère de Finances intervient après celui observé pendant le mois de janvier 2025, toujours pour réclamer le paiement de leur salaire. Voilà, je rappelle que j'ai comme invité M. Isaac Bakoukou, il est analyste politique, opérateur économique. Nous sommes en train de décortiquer l'actualité avec M. Isaac. Vous avez suivi la plénière au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Beaucoup de plénières au niveau de la ville provinciale de Kinshasa. Les choses semblent aller en dents de scie. Vous avez les conseillers communaux en sitting. Normalement, à ce que je comprenne, je sache, ils dépendent des députés, dépendent des bourgmestres élus, alors que les bourgmestres actuels sont des bourgmestres nommés. C'est une situation hybride assez compliquée pour trouver la solution à leurs problèmes, parce qu'ils ne dépendent pas directement du ministère de l'Intérieur. La confusion, est-ce ont-ils été bien informés de leur situation? Moi, je pense qu'il faudrait, dans tout, il faut voir la législation. Nulle part ailleurs au monde, mais là où je suis venu, il y a ce qu'on appelle le conseil collège de bourgmestres et échevins. Échevins, ce sont comme les ministres communaux qui gèrent la commune avec les bourgmestres. Et puis il y a le conseil communal. Ceux qui sont payés, c'est les bourgmestres, et ceux qui travaillent avec les bourgmestres qui sont comme les échevins. Quant aux conseils communaux, ils ne sont pas les salariés. Les conseillers communaux peuvent être considérés comme les administrateurs. Et ils sont payés par le jeton de présence dans le conseil communal. Lorsqu'il y a des recettes de la commune aussi. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Parce qu'ils revendiquent un salaire. Ils travaillent où? Ils se réunissent où? Et avec qui? Avec quel bourgmestre? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut revoir la législation, qu'on puisse arriver à voter le bourgmestre. Et le bourgmestre, souvent, dans certains milieux, c'est la majorité. Le nombre de conseillers communaux désigne le bourgmestre et puis ils se partagent les administrateurs qui vont gérer la commune avec. Et puis après, il y a le conseil communal qui est l'organe délibérant de la commune qui doit contrôler la gestion de la commune à travers le bourgmestre et ses équipes. À partir de là, donc, on détermine le jour, je crois par mois, il y a une réunion de conseil communal. Et celui qui est présent dans ces conseils communaux, il aura son jeton de présence. Ils ne sont pas des fonctionnaires, ils sont des politiques. Ce sont des gens qui sont venus à l'appui à la gestion de la cité communale. Vous comprenez? Et souvent... Ce débat n'a pas sa raison d'être. Mais oui. La logique, mais souvent, les conseillers communaux sont des médecins, les enseignants, les gens qui vivent en société, en harmonie dans le quartier avec les chefs de rue, et ils viennent pour les problèmes que les citoyens rencontrent dans leur commune. Ils n'ont pas un pouvoir extraordinaire. Donc, le conseil se réunit une fois par mois.
Et une fois par mois, à chaque fois qu'il vient en conseil communal, il y a un jeton, sauf s'il y a une commission, avec la commission, donc là il y a le frais de commission, tout ça, il faut enlever cet esprit de penser que les conseils communaux sont des salariés. Ils n'ont pas de mouvement comme les députés provinciaux ou les députés nationaux ou les sénateurs. En fait, ces gens qui sont proches et qui gèrent, ils gèrent même pas, ils viennent pour contrôler le bourgmestre et son équipe. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avons vu à une plénière, vous êtes convaincus de cette Assemblée? Est-ce que les choses avancent très bien au niveau de l'Assemblée provinciale? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que les députés, c'est quelqu'un qui vient contrôler l'exécutif. Regardez le déficit au niveau de la ville en matière de réhabilitation des routes. Je vais vous citer quelques tronçons. Je ne sais pas si ces députés passent au rond-point force publique. S'ils passent... Dans la commune de Kassavou, je crois. Commune de Kassavou. S'ils passent au rond-point Victoire, Gambela, Victoire. S'ils passent au rond-point Bongolo, Université. Ce qui est beaucoup plus grave, au petit pont sur la Miolo, ils ont réhabilité et ils ont sauté après le petit pont jusqu'à Yolo Médical. Il y a des problèmes. Mais il faut un contrôle rigoureux. Il faut qu'il y ait des suivis. Je vous dis, c'est incroyable, incroyable. Vous allez Birmanie réhabiliter, mais il n'est pas joint avec sport. Aujourd'hui, Victoire à Sosa, mais un petit tronçon au niveau des Pires, ça fait plus de 3 mois. Il n'y a pas de connexion. Alors, vous parlez des députés provinciaux. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils sont là pour les émoluments, mais ils n'ont pas les soucis de la ville. Nous avons le problème sur l'embouteillage. Et le problème sur l'embouteillage est causé aussi par le mauvais état des routes où on a réhabilité, mais les travaux sont interminables. Pourquoi ils n'interpellent pas le gouverneur, ils n'interpellent pas le ministre de l'ITPR, pourquoi ils n'interpellent pas le ministre des Transports? Vraiment, vous avez parlé du problème de marché, de Makala. Mais sur la cupidité de la ville. Sur la cupidité de la ville. Mais est-ce que le bourgmestre n'est pas aussi concerné? Parce que il faut quand même qu'il y ait un regard du bourgmestre dans ce marché. Mais je vous dis, c'est la cupidité de la ville. Nulle part ailleurs. Le commune ailleurs, le commune dispose de l'autonomie de gestion. Vous voyez, dans ce marché, il y a des tables. Et ces tables sont payées journalièrement. Il y a des tickets, le vendeur, le propriétaire de ces tables paye. Mais cet argent va à la ville. La commune, c'est lui, dans son territoire, il y a des maisons. Mais la ville prélève le pont foncier. Et il ne rétrocède pas, ne fût-ce qu'à 1 ou 2 ou 5% à la commune. Les bourgmestres se plaignent, ils sont dépourvus de moyens. Moi, j'ai pitié de tous ces bourgmestres qui sont là, parce que la ville est cupide. Il prend tout. Mais ailleurs, si la commune a cette autonomie de gestion, même les petites avenues, elle peut réhabiliter, mais elle n'a pas de moyens à cause de la cupidité de la ville. Donc il faut revoir aussi la législation en matière de l'autonomie de gestion financière au niveau de communes. Parce que les communes sont... Tous les tickets que vous voyez là, regardez, pourquoi on ne réussit pas les immondices? Parce que la ville s'accapare des immondices? Non. Ailleurs, c'est les communes qui gèrent les immondices. Et la ville met le moyen. Parce que les récoltes des immondices... Est-ce qu'il y a-t-il pas un problème d'interprétation des textes? Non, c'est aussi une mauvaise... Non, c'est une question de mauvaise foi. C'est une question de confusion parfois où ils le savent, ils le font sciemment ou
mettre le bourgmestre devant des situations où les citoyens doivent, au lieu de penser à la ville, non, les citoyens se retournent contre moi, alors que les bourgmestres sont dépourvus de moyens. Il y a aussi ce problème des profils. Beaucoup de bourgmestres ont un profil qui laisse à désirer. Hein? Non, mais papa, moi, bourgmestre, je n'ai rien. Je suis incapable de mobiliser rien que pour arranger les caniveaux. Mais tout ça, il y a ce qu'on appelle des travaux d'intérêt national, puis il y a l'intérêt communal. Mais vous prélevez l'impôt foncier. Mais les maisons sont dans les territoires de la commune. La commune ne prélève rien. On lui donne rien. Le marché, vous voyez le marché, prolifération de marché de la commune de Kassavoubo. Vous avez Massimanimba, une partie, Éthiopie, Gambela, c'est marché. Vous prenez, aujourd'hui, on a arrangé Éthiopie, mais une fois que vous traversez Victoire de l'autre côté, c'est le marché. Et tout ça, le bourgmestre prélève de l'argent, le précepteur prélève de l'argent, mais cet argent va à la commune. Donc, moi, je suggère qu'il faudrait revoir la manière de la gestion des communes et la perception de certaines taxes entre la ville et la commune. Et la ville doit rétrocéder aux communes pour... Moi, je parle des immondices. Moi, je viens à Bruxelles. Ce n'est pas la ville de Bruxelles, la province de Bruxelles qui gère. Ce sont les communes eux-mêmes qui gèrent. Il y a ce qu'on appelle l'intercommunal. En séjour au Japon, la Première ministre Judith Suminwa a commencé la première réunion au niveau de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Tokyo où elle a échangé avec le personnel de cette ambassade pour en savoir un peu plus sur les problèmes au niveau de cette partie du continent. Suivez. La chef du gouvernement a ainsi commencé sa journée de travail par la visite des installations abritant la représentation diplomatique de la RDC auprès de l'Empire nippon, reçu par Lukumwena Ntsenda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Japon. Elle a visité les bureaux et échangé avec les diplomates ainsi que le personnel local qui y travaille. Fidèle à son engagement de redorer l'image de son pays à travers le monde, elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour y améliorer les conditions de travail. Judith Suminwa Tuluka a ensuite eu un échange à bâton rompu avec la communauté congolaise vivant à Tokyo. Parmi eux, les représentants des travailleurs, des étudiants, des femmes, des jeunes, mais aussi des hommes de l'église. C'est le cas d'Honoré Kabundi Mukengeshai, un prêtre catholique qui œuvre depuis 15 ans à Tokyo. Comme partout où elle est passée, la Première ministre a encouragé la diaspora congolaise à revenir investir au pays. Un appel qui a trouvé un écho favorable dans l'assistance. À Osaka, la patronne de l'exécutif va notamment participer au forum d'affaires RDC-Japon dont l'un des objectifs est de nouer de solides partenaires entre les secteurs privés et publics dans des domaines porteurs tels que l'agriculture, les mines, les nouvelles technologies, l'énergie et les infrastructures. Par ailleurs, Judith Suminwa va porter haut les flambeaux Made in Congo à l'occasion de l'exposition universelle de Saka afin de promouvoir les produits et spécialités de la RDC. Plus de 160 pays, régions et organisations internationales présentent leurs dernières technologies et cultures à cette fête mondiale où se croisent mode de vie, innovation, tradition et initiatives tournées vers l'avenir. Rappelons que du 23 au 30 juin, c'est la semaine congolaise au cours de laquelle la culture et les savoir-faire congolais sont à l'honneur. Quittons le Japon pour l'Europe, cette fois-ci au niveau de Bruxelles, où le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, a réuni plusieurs Congolais de la diaspora se œuvrant dans le secteur médical au niveau de la Belgique. Les échanges ont tourné autour des conditions des problèmes de santé ici en République démocratique du Congo. Je voulais suivre cette rencontre.
Cette réunion stratégique s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le système de santé national pour le retour et la participation active de ressources humaines qualifiées vivant à l'étranger. Prenant la parole devant ses compatriotes, le ministre a lancé un appel fort et symbolique. Le pays a besoin de ses enfants. Il a souligné l'urgence pour la République démocratique du Congo de s'appuyer à l'expertise de ses fils et filles formés ou exerçant à l'étranger afin de répondre aux besoins criants aux soins de santé, notamment le manque de médecins, de spécialistes et d'équipements médicaux. Oui, nous avons au niveau du ministère de la Santé des éléments pour dire, ok, nous pouvons, la population peut accéder aux soins. Si vous êtes chirurgien, vous voulez opérer quelqu'un, cette personne peut accéder aux soins. Nous pouvons leur dire, aujourd'hui, on peut vous payer parce que nous avons maintenant les moyens, grâce à certains dispositifs législatifs qui ont été pris, à payer. Donc nous sommes en train d'organiser le retour dans le domaine de la santé, le retour des personnes ressources dont le pays a vraiment, vraiment besoin. Insistant sur l'insuffisance actuelle de ressources humaines en santé, avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC ne compte qu'à ce jour 21 000 médecins inscrits au tableau de l'ordre, un chiffre largement en dessous de besoins. Le ministre a toutefois rassuré les professionnels présents, les conditions sont en train d'être réunies pour favoriser leur retour. Il a évoqué la mise en place de structures facilitant l'intégration et l'exercice de professionnels de la diaspora et la capacité désormais du système à prendre en charge les actes médicaux de manière plus structurée et accessible. La situation reste critique dans de nombreuses provinces. 17 d'entre elles ne disposent d'aucun médecin spécialiste. Cette réalité renforce l'appel à l'action lancé par le ministre à tous les professionnels de la santé congolais vivant à l'étranger. L'actualité a été dominée cette semaine aussi par cette signature entre la République du Congo et puis le Rwanda, signature d'accord de paix où notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, était là, ainsi que son homologue rwandais. Juste après la signature, les deux personnalités ont été reçues au niveau du bureau Oval par le président américain Donald Trump pour essayer de bien peaufiner cette signature suivie. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État américain Marco Rubio au 7e étage du bâtiment du département d'État. Le premier cercle de Donald Trump s'est mobilisé pour cet événement. Le conseiller principal du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a assuré la modération, tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de deux représentants de la RDC et du Rwanda. Côte à côte, les deux signataires ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Dans une atmosphère très détendue, Massad Boulos a expliqué l'essence de cet accord. Pour les États-Unis d'Amérique, il est temps de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Chacun des deux ministres s'est brièvement exprimé. Premier à prendre la parole, le ministre rwandais a remercié le président Trump et rappelé toutes les péripéties ayant conduit à cette étape. Son pays attend beaucoup de cet accord de paix, a-t-il dit. Pour sa part, Mme Thérèse Kayikwamba a remercié le président Trump et le président Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cette signature. Nous voulons une paix durable et réelle pour les populations de l'Est, a-t-elle insisté. Elle a salué le leadership du président Tshisekedi et l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Le secrétaire d'État américain, lui, a déclaré que le président Trump est un homme de paix. Il tient beaucoup au retour de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement entre la RDC et le Rwanda. Il veut poursuivre cette entreprise de pacification partout à travers le monde où il n'y a pas de paix. En présence de plusieurs personnalités américaines, des chefs de diplomatie du Qatar et du Togo, les deux ministres congolais et rwandais ont signé l'accord et ont partagé pour la première fois une poignée de main. Chaque pays était accompagné des 4 officiels. La délégation congolaise avait dans ses rangs le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions des finances, André Wameso, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Patrick Loabeya, les hauts représentants du chef de l'État, Sumbu Sita Mambu, et le général-major Custin Mamba. Voilà, Monsieur Isaac Bakoukou venait de suivre la signature
C'est un moment historique pour la démocratie du Congo, de l'espoir, ou c'est encore des discours, des politiques, des accords, encore des accords? Vos impressions? Le meilleur accord. Ah, vous estimez? Le meilleur accord qui n'ont rien à voir avec l'accord signé par le coordinateur des FCC, Raymond Chibanda. Alors, si vous permettez, je voudrais d'abord... Un peu de monde, ça, vous n'avez pas de... Oui, je veux d'abord remercier, féliciter et rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup se sont moqués de ce qu'il appelait la diplomatie agissante. Mais aujourd'hui, nous avons le fruit de cette diplomatie agissante à double titre. Rapidement, s'il vous plaît. 1. Sur le plan diplomatique. Et 2. Sur le plan stratégique où aujourd'hui, on a rétabli une relation privilégiée entre la RDC et la première puissance du monde, qui est la RDC. Vous savez, il y a le corridor de l'hôpital, tout cela est consort. Alors, deuxième, faut chuter rapidement. Je voudrais rendre hommage à l'héroïne, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'héroïne. Et puis, je plaide déjà pour le prix Nobel de la paix pour M. Trump. Il a mis... Ça, c'est le vœu du chef d'État, Félix Antoine. Il a mis le Congo au centre de son deuxième mandat. C'est nulle part ailleurs, un président américain, lors d'une réunion de l'OTAN, évoque la crise congolaise. Et enfin, je dois remercier le Congolais de la diaspora. Non. Le Congolais de la diaspora. Politique ou non politique, le travail abattu. En France, aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, surtout les politiques belges, Pierre Compagnie, Didier Moutebele, Bertin Mampaka, tout ce que je ne vais pas citer, et tous ces joueurs binationaux qui ont aussi contribué à ce que nous avons connu aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons amorcé une nouvelle ère pour la RDC. Ceux qui pensent, parce qu'il y a des gens qui pensent... Sans aller à la fin, pratiquement, il faut aller rapidement. Ok. Les gens qui pensent, ça fait 18 ans qu'il était au pouvoir, ils n'ont jamais permis ce que Félix Tshisekedi a réalisé. Et pour les autres là qui disent que non, il faut un... C'est fini. Ça fait 4 décennies, 30 ans où les gens prennent les armes, ils tuent pour venir au pouvoir. S'il y aura accord, pas avec les gens qui ont fait couler le sang de nos compatriotes. Ils doivent le faire, ils doivent comprendre ça et ils ont reçu le message. Je crois que Kabila, les Nanga, ils ne peuvent plus être dans l'échiquier politique de notre pays parce que ils ont fait beaucoup de maux, beaucoup de mal en trafiquant les élections, tout cela est consort. Aujourd'hui, c'est l'espoir et nous disons que merci à tous les acteurs et nous soutenons le président de la République. Merci beaucoup, M. Isaac Bakouk. Nous sommes arrivés à la fin de ce rétro hebdo. Merci beaucoup, M. Isaac. C'est moi qui vous remercie pour avoir pensé à moi pour le premier commentaire après les accords. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe technique, Koupa Bola à la caméra, Freddy Takidi au niveau de la réalisation, sous les Mboyo à la régie. Nous vous disons merci. Merci aux reporters de Kalakin Télévision au niveau du service des informations. L'info continue sur la chaîne YouTube de Kalakin Télévision, Kalakin YouTube. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis le lundi à 7h, toujours sur la même chaîne. Kalakin Télévision, la télé-vérité. Je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous.